Madame, Monsieur, bonsoir. La course pour l'organisation de la Coupe du Monde s'accélère. Hier, Sa Majesté le roi Mohamed VI a présidé au Palais Royal à Rabat un conseil des ministres consacré en grande partie aux préparatifs de cette Coupe du Monde 2030 que le Royaume co-organise aux côtés de l'Espagne et du Portugal. Et pour garantir une organisation exemplaire, Sa Majesté le roi a ordonné la mise en place d'un comité élargi qui comprend, en plus de tous les départements ministériels et institutions publiques, la société civile. Et une attention particulière est également accordée à l'implication des Marocains résidant à l'étranger ainsi que des compétences africaines. Cette haute sollicitude royale témoigne de la volonté du Royaume de faire de cette compétition un levier de coopération internationale et de fierté collective. Cette session du Conseil des ministres réaffirme d'ailleurs la détermination du Maroc à faire de la Coupe du Monde une réussite planétaire. Comment le Maroc s'organise pour accueillir, comme il se doit, la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030? Pour répondre à cette question, j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur le plateau de questions d'actu ce soir le directeur technique et du développement de la CAA, c'est Aziz Daouda. Bonsoir. Bonsoir Allah Khadija, merci. Bienvenue. Merci pour votre invitation. Merci à vous de l'accepter, de répondre à nos questions. Nous avons également avec nous un expert, il est président de l'exécutif de l'African Sports and Creative Institute, Will Mbiakop. Bonsoir et bienvenue à vous également sur ce plateau. Bonsoir, merci de m'accueillir. Marhaba. Sa Majesté le roi Mohamed VI a donc présidé hier à Rabat un conseil des ministres consacré aux préparatifs de la Coupe du Monde 2030. Quel signal, en tout cas c'est un signal fort en soi pour la FIFA entre autres. Exactement. C'est Aziz Daouda. Il y a le fait que Sa Majesté ait présidé le Conseil, il y a aussi le moment où il le préside. C'est-à-dire l'instant T choisi pour le présider, soit à quelques jours de l'Assemblée Générale donc de la FIFA, où la décision va être prise par vote de l'Assemblée Générale, de l'accord, disons, de l'Assemblée Générale, donc de la famille du football mondial, d'accorder le privilège d'organiser cette coupe à la fois au Maroc, en Espagne et au Portugal. Et le signal en fait, que j'ai dû le percevoir personnellement, et probablement c'est le cas de tous, c'est que Sa Majesté fait de ce projet un projet d'une nation. Et pas que, puisqu'il, quelque part, vers la fin, on cite aussi, vous venez de le faire, que des experts africains vont être associés à cette organisation. En fait, c'est un projet de la nation marocaine en concordance et en coopération étroite avec nos racines africaines, donc avec tout le continent africain. Et c'est quelque chose d'inédit. Jamais aucun pays n'a mis sur pied un comité d'organisation, un organisme pour superviser l'organisation aussi cosmopolite, aussi varié, avec les politiques, les associatifs, la société civile, les experts, et venant même du reste du continent. C'est quand même une primauté que le Maroc a lancée comme ça. Et le fait que ce soit Sa Majesté qui le fasse et qu'il le fasse dans un conseil, c'est là où se prennent les grandes décisions de l'État marocain. Donc c'est pour montrer au monde que le Maroc prend au sérieux cette organisation au plus haut niveau et qu'il entend en faire véritablement une réussite historique. Et cela, justement, a été aussi relevé, ou en tout cas, on peut sentir les résultats de l'implication personnelle de Sa Majesté le roi Mohamed VI ainsi que de toutes les forces vives du Royaume pour la réussite de ce projet, avec cette note qui a été attribuée à la FIFA au dossier marocain. Absolument, 4.2, hein. 4.2, c'est une excellente note. Je pense que ça 4.2 sur 5, il faut préciser. Absolument, 4.2 sur 5, pardonnez-moi, effectivement. 4.2 sur 5, ça dénote finalement, pour moi, de ce qui a été réalisé depuis 2 décennies au Maroc. Depuis plusieurs décennies, comme je le dis, il y a plusieurs investissements qui ont été faits sur l'ensemble de la chaîne de valeur du sport, aussi bien en termes d'infrastructure, mais également de talent, de développement de talent. On a le Centre national, bien entendu. Plus récemment, la création d'EvoSport, un modèle économique absolument exceptionnel dans le monde. Donc en fait, tout ça, c'est la continuité d'une politique qui a été lancée depuis plusieurs décennies par Sa Majesté. Donc ça note effectivement un stade de très bonne qualité. Donc, juste pour déconstruire, si vous voulez, le 4.2, comment est-on arrivé à 4.2 ? Donc, premièrement, des stades de qualité. Deuxièmement, une proximité des différents sites. Ça veut dire que les fans vont très peu voyager. Ils ont également apprécié la coordination et la qualité des échanges et des collaborations institutionnelles. Au niveau municipal, au niveau régional et bien entendu au niveau national, le soutien institutionnel a été quelque chose de très fort. Et bien entendu, la dernière chose, c'est l'hospitalité. Vous savez que le Maroc est leader sur le continent en termes d'hospitalité. Donc voilà.
Exact. Alors, il y a une réelle émulation des efforts. D'ailleurs, dans sa présentation hier, Fawzi El Rajab, président donc de la Fédération royale du Maroc et du comité élargi en charge de la préparation de l'organisation de la Coupe du Monde, il y a cet aspect d'infrastructure que Wim Biakop vient d'évoquer. Il y a aussi, et ça c'est très important, je voudrais vous interpeller, si Aziz Daouda, sur la valorisation des territoires. Ça fait partie de la réalisation des projets stratégiques qui ont été tracés. Donc là, on parle de la modernisation des infrastructures, certes, les stades, les réseaux routiers et autoroutiers, les infrastructures hôtelières, le renforcement des services publics, bien naturellement, cela coule de source. Mais là, on est en train de viser les territoires, Aziz Daouda. Alors en fait, depuis la première candidature, et encore plus, depuis les 2 dernières candidatures, le Maroc, Will disait que les réalisations, etc., en fait, sur toutes les candidatures que le Maroc a eues, il s'était engagé que même s'il n'avait pas eu la Coupe du Monde, il allait réaliser, justement. C'était qu'il allait tenir parole. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé pendant ces 20 dernières années. Nous avons tenu parole. On avait promis des stades pour l'avant-dernière par exemple, candidature, et les stades se sont réalisés. On avait promis une amélioration du système routier, et ça s'est réalisé. C'est ça qui a fait pencher les experts de la FIFA à donner cette note extrêmement élevée. C'est la plus haute de l'histoire de la FIFA. Jamais la FIFA n'a donné 4,2 sur 5 à aucune organisation, même celle du Qatar, avec tout ce qu'on a, tout le faste qu'il y avait, etc. Donc c'est assez exceptionnel. Mais en fait, et dans le communiqué du gouvernement, quand vous regardez les points, on n'a pas oublié 2 points essentiels. D'abord, il est clairement mentionné que la Coupe du Monde n'est qu'un accélérateur, c'est ce qu'on comprend par le communiqué, un accélérateur de développement. C'est-à-dire que le Maroc a toujours fait de cette Coupe du Monde, de cette échéance, une accélération de son développement, un projet fédérateur avec l'engagement de tous, et vous venez de le mentionner, et là on élargit aussi à la société civile et au continent, et une possibilité aussi, avec un deadline, de valorisation aussi de l'élément humain. C'est le dernier point cité, mais c'est capital que de le mentionner. De mentionner aussi que la mise à niveau, c'est-à-dire on parle d'un programme intégré de mise à niveau. Même des régions qui ne sont pas concernées par la Coupe du Monde. Et au-delà des villes hautes, exactement. Ça, c'est très, très important. Donc, c'est ce que j'essaie de dire. Oui. Enfin, je ne sais pas si je me suis bien exprimé. C'est-à-dire que la Coupe du Monde n'est qu'un alibi. C'est-à-dire on peut développer une ville qui va accueillir, ou en tout cas les environs d'une ville. Exactement, avec un stade, ce qu'il y a autour, etc. Non. Mais le royaume compte 12 régions. Les 12 régions vont également bénéficier de programmes de réhabilitation. Effectivement, parce que quand on parle de réseau autoroutier qui va être étendu, quand on parle de réseau ferroviaire qui va être étendu, quand on parle d'aéroports, etc., on ne touche pas que les villes qui vont accueillir, où il y a un stade qui vont accueillir la Coupe du Monde. On touche pratiquement toutes les régions du Maroc, parce que c'est effectivement une opportunité de développement que nous nous sommes fixés avec une deadline qui est le 2030. Et c'est ça qui est extrêmement important, c'est que ce développement allait de toute façon se faire, mais à quelle échéance ? Personne ne le sait. Là, nous avons une échéance qui est claire, qui est celle de 2030. En 2030, nous allons être prêts en matière hospitalière, avec une offre hospitalière extraordinaire, avec une offre hôtelière encore meilleure que ce que nous avons. Nous sommes déjà bien nantis, et pourtant, nous avons des prétentions pour être encore mieux. En réseau autoroutier, nous sommes quasiment les premiers d'Afrique, et nous allons l'être encore davantage. En réseau ferroviaire à grande vitesse, et nous allons avoir pratiquement un des plus grands réseaux au monde. Et donc, toutes ces réalisations, les aéroports, les ports. Mais cela va profiter aux populations, ce n'est pas que pour la Coupe pour le du développement. Monde. Mais c'est important de le soulever. J'insiste sur ce point, Daouda, parce que nous ne sommes pas juste là pour accueillir, c'est quand même le plus grand événement interplanétaire. Nous ne sommes pas là pour organiser des matchs de football. C'est cela. Les matchs de football, c'est ce qui va nous permettre, disons, de fêter tout le développement qu'on aura réalisé d'ici là. En fait, c'est comme ça que je conçois cette Coupe du Monde, que je l'ai comprise, ce que j'ai compris de l'engagement personnel de Sa Majesté, qui convoque tout le gouvernement pour cela et qui en fait un point essentiel du Conseil, c'est que la Coupe du Monde en elle-même va être qu'une façon de fêter le développement qu'on aura atteint ce jour-là. D'où l'implication de la société civile. Quand on parle de la société civile dans un comité, quand même, c'est le comité qui pilote l'organisation. Quel pourrait être concrètement l'apport de la société civile, mais aussi des compétences de nos frères et sœurs africains d'Afrique subsaharienne? Énorme et absolument importante. Mais je voudrais revenir sur tout ce que vous venez de dire d'une manière chiffrée, parce que je pense que le chiffre permet de donner beaucoup plus de contexte.
Vous savez, au Qatar, la Coupe du Monde, c'était à peu près 5 000 milliards de revenus pour la FIFA. 5 000 milliards, auparavant, c'était 4 et 2. Donc en fait, au fur et à mesure des années, on voit une progression de ces revenus. J'imagine que celle-là, qui se passe sur plusieurs continents, puisque bien entendu, vous savez que la cérémonie d'ouverture sera de l'autre côté. Il y aura une célébration des centenaires qui sera sur l'Amérique centrale. Donc on anticipe peut-être 7 000 à 8 000 milliards de revenus pour la FIFA lors de cette Coupe du Monde en 2030. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, le Maroc, et pour nous, l'Afrique ? Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe sur le continent africain, 0,5%, c'est la contribution du sport au PIB africain. Cependant, sur le Maroc et d'autres pays qui sont leaders, on voit de plus en plus d'investissements arriver. Aziz l'a très bien dit, 500 millions de dollars ont été dépensés, notamment sur les infrastructures. Ben Slimane arrive, Tanger, etc. 500 millions de dollars, c'est l'investissement infrastructure du Royaume du Maroc. La CAN arrive en 2025. L'Égypte a fait à peu près 83 millions de revenus sur la CAN. Qu'est-ce que le Maroc va faire ? On pense qu'on va arriver plutôt à 100 millions. Tout ça Ce sont des estimations. Les 500 Absolument. millions de budget dédié à l'organisation de la Coupe du Monde, ce sont des estimations. Pareil pour le revenu sur investissement finalement des 100 millions. Donc ce sont des estimations. Ce n'est pas des revenus liés à la Coupe du Monde, ça c'est des investissements infrastructures et au-delà. D'accord. Ce n'est pas la même chose. Donc oui, ça c'est très important. Je pensais que c'était les revenus de... Non, les revenus pas encore. Mais par contre, ce qui est intéressant de dire, et pour rejoindre ce que vous disiez, je pense que l'impact socio-économique est l'importance. Bien sûr. L'impact socio-économique, c'est comment, à travers ce chemin pour 2030, nous allons réussir, d'une part, à former des gens, parce que c'est un énorme appel d'air en termes de compétences sur l'ensemble. Donc, on a besoin de compétences événementielles, marketing, digital, ticketing, etc., etc. Donc, il va falloir former notre jeunesse, premièrement. Mais 2030... Pour maximiser les retombées, pour les retombées socio-économiques pour les petites et moyennes entreprises aussi locales. Exactement. Et pour les jeunes. Exactement. Mais d'une part, maximiser, mais surtout solidifier les fondamentaux. Aujourd'hui, l'économie du sport contribue à peu près à 1,1% de l'économie marocaine, donc du PIB marocain, seulement 1,1. Et on pense qu'on peut aller beaucoup plus loin, peut-être 2%. Mais pour ce faire, il faut d'abord avoir plus de gens compétents. Donc 2030, c'est un chemin qui va nous permettre, effectivement, comme Aziz l'a si bien dit, d'avoir une date butoir. Mais pour moi, c'est surtout le commencement d'une nouvelle ère. C'est comment le Maroc peut devenir une plateforme, une destination pour le sport, mais également pour l'entertainment ou le divertissement à l'échelle mondiale. Comment ? Justement, comment réussir ce pari et ce qui me pousse aussi, parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été dites. Nous sommes quand même dans une émission où on parle bien sûr des points forts, mais aussi des risques. Quels sont les risques qu'on peut... Là, on a parlé des points forts du Maroc, mais des risques du dossier Maroc, Espagne, Portugal. Alors, il y a les risques qui ont été mis dans le dossier FIFA. Ils sont assez clairs. Le premier risque, c'est un risque contractuel. Ils disent qu'aujourd'hui, il y a énormément de contrats qui sont liés à l'aéroportuaire, qui sont liés à l'hôtellerie, qui sont liés aux ce qu'on appelle les fournisseurs de premier rang. Et les éléments contractuels ne sont pas encore clairs. Donc on n'a pas un cadre légal, on n'a pas encore établi les contrats pour l'ensemble de ces gens avec une définition claire des rôles et des responsabilités. Donc ça, c'est la FIFA qui dit ça. Moi, je pense que le risque ultime, au-delà de la FIFA, c'est vraiment ce challenge de former le capital humain, très bien. Le former de manière à ce que les compétences soient versatiles, qu'elles ne soient pas juste applicables sur des Coupes du Monde ou des Coupes d'Afrique, mais qui soient applicables sur l'ensemble de l'écosystème du sport et du divertissement. Ça, c'est le plus grand risque selon moi. Aziz Daouda, toujours dans le cadre de... Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'organisateur, ce n'est pas le Maroc, l'Espagne et le Portugal, c'est FIFA. C'est l'organisateur. Nous sommes les pays hôtes. Et le pays hôte, il a pour devoir, pour obligation de fournir, de faire une offre de service. Parce que ça, finalement, une offre de service, en stade, en transport, en sécurité, enfin, tout ce qui tourne autour de l'organisation de la manifestation. Oui. Ça, si vous voulez, c'est la Coupe du Monde. Donc, il y a cette offre de service, elle contient quoi ? Ce que FIFA appelle le site, c'est-à-dire c'est un périmètre autour du stade, oui. D'accord ? Et des services annexes, médicaux, hôtellerie, etc., etc. Donc,
quand on regarde ce qui s'est passé, les engagements du Maroc, et ce qui est en train de se passer, parce qu'effectivement, c'est en train de se réaliser, c'est devant nous. Ceux qui vivent à Rabat, par exemple, ont dû remarquer que depuis 2 années, Rabat s'est métamorphosé. Tout à fait. Voilà, Casablanca est en train de l'être aujourd'hui. C'est-à-dire bien avant qu'on décroche l'organisation. C'est ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure. Les engagements du Maroc ont toujours été tenus. Même si on n'avait pas eu cette Coupe du Monde, on aurait tenu quelques engagements. Enfin, les engagements, peut-être pas avec cette date butoir qui est 2030. Et donc, dans cette offre de service, il y a ce qui tourne autour de la Coupe du Monde. Mais le Maroc ne voit pas ça comme justement uniquement cette manifestation. Il voit un moyen de se développer, de développer les régions, etc. Donc, en fait, cette offre de service va s'étendre sur un périmètre plus large. Quand on parle, par exemple, d'améliorer le système de santé avec une offre de santé plus sophistiquée, plus moderne, plus efficace, etc. Ce sont les hôpitaux que nous sommes en train de construire aujourd'hui. Un peu partout, nous construisons des hôpitaux d'une nouvelle génération. Ces hôpitaux vont bénéficier à qui? Bon, bien sûr, les quelques spectateurs qui vont venir, enfin les milliers de spectateurs qui vont venir pendant la Coupe du Monde, bien évidemment, si jamais il y avait un problème, etc. Mais ça n'est qu'une infime partie des services que vont offrir ces hôpitaux aux Marocains. Et donc, si vous voulez, 2030 va être une date où on va faire un bilan. On va dire, voilà, en termes d'hôtellerie, on a gagné 100 000 lits. En termes de capacité hospitalière ou d'offres hospitalières, on a gagné tant d'unités hospitalières avec tant de services, tant de spécialités, tant de ceci, de cela. Et c'est ça qui va constituer, si vous voulez, le point de départ de l'étape d'après 2030. Parce qu'on aura un bilan de ce que nous aurons réalisé en 6 années, ce qui est quand même extraordinaire. La métamorphose que va connaître le Maroc en seulement 6 années, c'est des développements que d'autres pays ont connus sur 3, 4, 5 décennies. Il ne faut pas l'oublier. Le réseau autoroutier français ne s'est pas fait en 6 ans. Celui du Maroc va quasiment être triplé en 6 ans. Triplé en répondant aux normes internationales bien de sûr, la FIFA. Bien sûr. Parce que les normes de la FIFA ne se limitent pas au stade, aux infrastructures. Oui, mais la FIFA ne rentre pas dans les normes des autoroutes, parce que c'est un plus que nous offrons. C'est-à-dire qu'en fait, comme disait Will, pour réduire les distances, pour sécuriser les routes, etc., mieux vaut avoir un réseau autoroutier. Et c'est ce que nous allons offrir. C'est la possibilité de se déplacer par TGV de Tanger à Agadir rapidement, etc. Rapidement, en sécurité aussi. En sécurité, etc. Sur une autoroute qui est sécurisée aux normes internationales, comme vous dites, etc. Donc, les normes, c'est plutôt le Maroc qui va se les imposer. Personne ne va venir nous dire, bon, faites des hôpitaux comme ci ou comme ça, mais ce sont des normes que nous nous sommes imposées. Le grand hôpital de Rabat qui est en construction, qui est d'une génération invraisemblable, celui qui va ouvrir ou qui a déjà ouvert, je ne sais plus, je pense que il va ouvrir incessamment à Ben Guerir, à l'MCSP, qui est d'une avancée technologique invraisemblable. C'est des choses auxquelles on ne pensait pas. On ne pensait pas, c'était des projets, mais aujourd'hui, on est en train de les réaliser et on s'est donné comme date 2030. Et puis, il y a un engagement, on le voit, de toutes les parties prenantes. Je vais revenir à la question tout à l'heure, Will Biakop, sur la société civile qui est impliquée et surtout les Marocains du monde et les compétences africaines. Quelle est la valeur ajoutée de ces 3 composantes? Nous n'avons pas l'habitude, quand même, il faut le dire, de voir dans des comités de pilotage d'événements aussi importants que la Coupe du Monde l'implication d'ONG, d'associations, mais aussi de la diaspora et des compétences de notre continent, des 54 pays africains qui vont... c'est une synergie des intelligences pour réussir ce challenge qui est non seulement marocain, mais aussi qui porte les couleurs de tout un continent. Absolument, oui. Vous avez raison, une belle synergie des intelligences, comme vous venez de le dire. Je pense que c'est absolument inspirant. C'est la continuité de ce qui se fait au niveau des Jeux Olympiques. Vous savez, Londres a commencé il y a quelques années, Paris plus récemment, où c'est important de faire en sorte qu'il y ait un engagement plus fort des ONG, mais également de la société civile. Elles apportent un regard différent, elles apportent un regard rafraîchissant et surtout un regard de fans, puisqu'au final, c'est pour les fans qu'on fait ça. Tous les participants, les gens qui adorent le sport. Et je pense que c'est une valeur ajoutée absolument importante. La deuxième chose qu'il faut dire aujourd'hui, c'est la partie diplomatie sportive. Oui. Vous savez, on n'utilise pas beaucoup ce mot malheureusement, mais aujourd'hui sur le continent... De plus en plus. Je pense qu'avec l'exemple du Qatar quand même, je pense que c'est un... On a finalement compris. Oui, voilà. Oui, absolument. Voilà, je pense que c'est un exemple parfait d'une bonne diplomatie sportive réussie.
pour le Qatar? Alors bon, il y a toujours du plus et du moins, mais en tout cas, ils ont été très leaders sur le sujet. Oui. Moi, ce que je note en termes de différence avec le Maroc, c'est qu'il y a un développement en interne. C'est-à-dire que sur le continent marocain, on a véritable volonté de construire de l'économie. Et je reviens sur la partie capital humain tout à l'heure, où on dit il faut qu'on forme des gens qui vont pouvoir avoir des jobs sur le long terme. Quand vous dites former, c'est par qui? Où? Alors, il y a plusieurs bonnes nouvelles. C'est que dans plusieurs écoles aujourd'hui, à Rabat, à Marrakech, Ben Guerir, par exemple, avec l'UM6P, il y a des formations qui se mettent en place des deux côtés, aussi bien former des étudiants, mais également former des professionnels. Donc, quand on parle former des gens au niveau du sport, ce n'est pas des coachs uniquement. Et en réalité, les coachs sont absolument minimes dans cette équation. On a besoin de former des gens comme vous. On a besoin de former des gens du média. Parce que couvrir le sport, c'est un métier spécifique avec des compétences spécifiques. On a besoin de former des gens dans le médical, on a besoin de former des gens dans l'hospitalité, dans le digital, dans le marketing, dans l'événementiel, etc., etc., etc. À peu près une centaine de jobs sont disponibles sur les chaînes de valeur du sport. Oh oui. Donc c'est absolument monstrueux. Et c'est en train de se mettre en place. Actuellement, pratiquement toutes les universités ont des instituts dédiés aux sciences du sport. Vous avez parlé de journalisme, l'Institut de journalisme de Rabat, enfin l'Institut supérieur de journalisme, a lancé un master en journalisme sportif. C'est-à-dire, finalement, tout le monde est déjà engagé. Mais c'est la dynamique qu'a donné le communiqué royal et le fait d'avoir vu Sa Majesté présider ces choses-là va encore accélérer la chose et la rendre encore plus percutante. Ouais. Et ça va accélérer également le rayonnement. C'est pour ça que c'est mentionné parmi les points les plus importants dans l'organisation de cette Coupe du Monde. L'élément humain n'a pas été oublié. Ce comité élargi en est la preuve. Absolument. C'est ce qui va accélérer également le rayonnement du Maroc sur le continent, mais également à l'international. Vous savez, depuis des années, le Maroc a fait des événements de grande envergure, aussi bien au niveau culturel que sportif. Je pense au tourisme golfique, par exemple, qui a permis de rayonner, de faire rayonner le royaume, notamment sur les États-Unis. Et ça, en termes de sport diplomatie, ça va juste amplifier l'impact du Maroc à l'international. Et j'espère bien sûr que ça va se traduire par des revenus du business, c'est-à-dire des contrats, c'est-à-dire des emplois, etc., etc. Et ce sont des emplois pérennes? Est-ce que ce sont des emplois qui vont perdurer après 2030? Parce qu'il y a certains doutes, certaines appréhensions sur l'après-2030. Absolument. Parlons-en, justement. Mais Khadija, c'est le sujet. C'est vraiment le défi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est assez confiant de par l'expérience, de par les compétences, par l'investissement et par le leadership que le Maroc va délivrer sur les deux grands événements qui arrivent, la CAN et la FIFA. C'est ça. Mais le véritable challenge, c'est comment va-t-on solidifier et développer l'écosystème du sport pour qu'il soit durable, qu'il soit pérenne et qu'il soit rentable pour l'entièreté du Maroc. C'est ça le véritable challenge. C'est un challenge aujourd'hui, mais je pense que beaucoup de pays africains sont conscients de l'importance du sport ou du business du sport. Aujourd'hui, on parle de business du sport. Avant, on voyait, c'est Aziz Daouda, vous connaissez très bien la discipline, les disciplines sportives sur le continent, mais avant, on voyait le sport avec des médailles. Il faut décrocher les médailles. Maintenant, on voit des sports avec la médaille, mais avec le dollar au milieu. La médaille, elle a un coût, elle a une rentabilité. Oui, c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'elle a un coût. Mais est-ce qu'on commence à... Est-ce que c'est inscrit aujourd'hui dans les mentalités africaines au pays, dans les policy making, c'est-à-dire pour mettre en place des politiques publiques? Beaucoup plus qu'on ne le pense. Beaucoup plus qu'on ne le pense. Peut-être que sur le plan médiatique, on n'en parle pas assez. Peut-être que ce n'est pas mis en valeur assez. Mais moi qui ai la chance de sillonner un peu l'Afrique, il y a cette prise de conscience de l'impact du sport dans la part, par exemple, dans le PIB. On n'en parlait pas. Il y a 5, 6 ans, 10 ans, qui au Maroc aurait parlé du chiffre de l'importance de la participation du sport dans le PIB national? Aujourd'hui, il y a un chiffre. Bon, il est estimé, mais il est sous-estimé. Moi, j'estime qu'il est sous-estimé parce que... 1%. 1%, mais il est très sous-estimé. Moi, je pense qu'il est plutôt de l'ordre de 2 ou 2,5%. Parce qu'en fait, ce qui est difficile dans le sport, c'est qu'on ne sait pas où commence l'activité physique et où elle finit. Par exemple, un enfant qui porte une paire d'espadrilles pour aller à l'école. Est-ce qu'on compte ça ou est-ce qu'on ne compte pas ça? Parce qu'il ne la porte pas pour aller faire du sport. Mais on va compter celle qu'il va porter pour le sport. Donc, quelqu'un qui porte un T-shirt de je ne sais quelle équipe, etc., tout ça participe de la chose. Les gens qui sont dans les salles,
Et ça se développe d'une façon extraordinaire. C'est aussi une part du PIB. Mais est-ce qu'on compte ça dans la santé? Est-ce qu'on compte ça dans l'éducation? Est-ce qu'on compte ça à quel niveau on va les intégrer dans le PIB? Mais il y a une prise de conscience au niveau continent sur la chose, d'autant plus que ce qui n'est pas commensurable aujourd'hui, c'est la part de l'activité physique dans la santé publique. Oui. Parce que le premier pilier de tout système de santé, c'est l'activité physique. Tout à fait. Or, aujourd'hui, on ne sait pas. On n'arrive pas à quantifier ça. Or, la santé aujourd'hui, c'est un investissement. Et c'est un investissement rentable. C'est-à-dire remettre d'aplomb quelqu'un qui est fatigué pour le ramener dans la chaîne du travail rapidement, c'est de l'argent. Vous voyez, donc vous dépensez un peu, mais vous gagnez beaucoup plus. Quelqu'un qui va rester malade une semaine n'est pas quelqu'un qui va rester malade une journée, qui va s'absenter une journée de son travail. Donc, si on quantifie tout ça, l'impact de l'activité physique est extrêmement important. Mais par contre, puisque vous voulez qu'on parle des problématiques possibles, c'est qu'il faut une péréquation entre ce que nous investissons dans l'infrastructure sportive, parce qu'elle est toujours à fond perdu, elle n'est jamais rentable, c'est comme ça. Parce que là, on parle de 6 stades marocains retenus pour accueillir les matchs. Oui. Stade Hassan II de Casablanca, Stade Moulay Abdellah Rabah, Stade de Tanger, Grand Stade d'Agadir, Complexe sportif de Fès et Grand Stade de Marrakech. Mais il faut les concevoir, et c'est ce qui va être fait, je l'espère, comme des pôles d'attraction culturelle. Pas uniquement pour le football. Vous voyez, que ce soit des lieux où les gens peuvent aller en loisir, pour leur loisir, pour aller se restaurer, pour aller pour un spectacle de musique, pour, je ne sais pas, du théâtre demain, un congrès, des choses comme ça. Parce que le football lui-même ne va jamais rentabiliser un stade. Ça n'arrive nulle part dans le monde, c'est comme ça. On le voit dans les stades européens. Mais nous avons besoin aussi, besoin de ces édifices-là pour une question culturelle, parce que l'activité sportive est avant tout une activité culturelle. Exact. Un mot de la fin, Wilm Biakop, et surtout que le vote, ce sera donc le 11 décembre. Les 211 associations membres de la FIFA vont désigner les pays hôtes des Coupes du Monde masculines 2030 et 2034. Écoutez, moi je pense qu'on est sur un avenir extrêmement radieux. Aujourd'hui, le Maroc va s'affirmer et continue de s'affirmer comme leader du sport sur le continent, leader non seulement diplomatique mais également économique. Et ça me ravit de voir que ce succès est un succès partagé. Un succès partagé avec les gens du Royaume, mais également avec les gens du reste du continent. Donc c'est exemplaire. Merci beaucoup, Wilm Biakop, président exécutif de l'African Sports and Creative Institute. On a besoin de former des gens, comme vous le dites si bien. Merci d'avoir partagé vos idées avec nous ce soir dans ce débat. Mes remerciements vont également aussi à Aziz Daouda. Toujours Merci un plaisir. à vous de m'avoir reçu. Marhaba. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Très bonne soirée à tous.